La plupart des personnes pensent avoir choisi leur vie. Pourtant, lorsqu'on observe certaines trajectoires plusieurs années plus tard, une question troublante apparaît. Ont-elles réellement choisi l'endroit où elles se retrouvent aujourd'hui? Car il existe un phénomène étonnant. Certaines personnes souhaitent construire une famille, mais se retrouvent seules. D'autres rêvent de liberté et construisent progressivement une vie qui les enferme davantage. D'autres encore aspirent à une activité qui leur ressemble, mais se retrouvent enfermées dans une direction qu'elles n'auraient probablement jamais choisie consciemment. Et le plus surprenant est que cela ne se produit généralement pas du jour au lendemain. Ces trajectoires se construisent souvent lentement, presque silencieusement, au point que nous ne remarquons parfois leur direction réelle qu'une fois les conséquences déjà installées. Alors une question devient inévitable. Pourquoi la plupart des vies ne sont-elles jamais véritablement choisies? Autrement dit, si la plupart des personnes possèdent des intentions, des projets et des aspirations, comment est-il possible que tant de vies finissent par s'éloigner de ce qu'elles cherchaient pourtant à construire? Ces personnes ont-elles réellement choisi l'endroit où elles se retrouvent aujourd'hui? Ou leur trajectoire s'est-elle construite progressivement sans qu'elles s'en rendent compte? Et surtout, si la plupart des vies ne sont jamais vraiment choisies, comment se construisent-elles alors? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. En général, nous avons tendance à penser en choix. Nous passons beaucoup de temps à réfléchir à nos objectifs en fait. Nous nous demandons quelle décision prendre, quel projet lancer, quelle direction choisir ou quel problème résoudre. Et cela nous semble parfaitement logique. Après tout, ce sont ces éléments qui occupent notre quotidien. Pourtant, lorsque nous cherchons à comprendre pourquoi certaines vies évoluent dans une direction plutôt qu'une autre, cette manière d'observer montre rapidement ses limites. Car une vie ne se résume pas à une succession d'objectifs. Elle ne se résume pas davantage à une liste de décisions prises à différents moments. Une vie suit en réalité une trajectoire. Et cette trajectoire possède souvent une cohérence que nous ne percevons pas immédiatement. Comprendre cette trajectoire change profondément notre manière de comprendre notre existence. Mais le problème est que nous observons rarement cette trajectoire elle-même. Nous nous focalisons sur les événements, nous regardons les choix, nous regardons les résultats, mais nous regardons beaucoup plus rarement la direction qu'ils sont en train de construire ensemble. C'est pourtant là que se joue une grande partie de ce qui façonne nos vies, car les trajectoires ne se construisent généralement ni en une seule décision, ni en un seul événement, quand on y regarde de près. Elles se construisent progressivement, par accumulation, par répétition, par une multitude de choix, d'arbitrage et de comportements qui finissent par produire une direction. Maintenant, si les vies ne sont pas uniquement le produit de nos intentions, comment se construisent-elles réellement? Comment apprendre à voir les trajectoires qui se construisent parfois sous nos yeux sans que nous nous en rendions vraiment compte? Pour répondre à cette question et à ces questions, il nous faut d'abord constater que la plupart des personnes ne se lèvent pas un matin en décidant de construire une vie qui ne leur ressemble pas. Elles ne choisissent pas consciemment l'épuisement, elles ne choisissent pas consciemment certaines impasses relationnelles,
Elles ne choisissent pas consciemment non plus de s'éloigner progressivement de ce qui comptait pour elles. Malgré tout, la réalité est que ces situations existent et elles sont souvent le résultat d'une trajectoire qui s'est construite progressivement. Le paradoxe est que la plupart de ces personnes possédaient des intentions réelles et les possèdent toujours. Elles souhaitent construire certaines choses dans leur existence. Une vie de famille épanouie, par exemple, une activité qui a du sens, davantage de liberté, davantage de stabilité, davantage de cohérence entre ce qu'elles sont et la manière dont elles vivent. Ces aspirations sont souvent sincères. Elles peuvent même rester présentes pendant de nombreuses années. Et pourtant, lorsque nous observons certaines trajectoires avec suffisamment de recul, nous découvrons parfois un résultat bien différent. Les années ont passé, les efforts se sont accumulés, les décisions se sont succédées. Malgré tout, la direction prise semble progressivement s'éloigner de ce qui était pourtant recherché. Certaines personnes souhaitent, en illustration, construire une relation durable, mais se retrouvent enfermées dans des situations qui les éloignent progressivement de cet objectif. L'objectif de départ et le résultat final ne se ressemblent pas. D'autres rêvent davantage de liberté, mais accumulent au fil du temps des contraintes qui réduisent progressivement leur marge de manœuvre. Même constat ici. D'autres encore aspirent par exemple à une vie qui leur ressemble davantage, mais découvrent plusieurs années plus tard qu'elles ont progressivement suivi une trajectoire qui les a éloignées de ce qui comptait réellement pour elles. Et le plus étonnant est que ces résultats apparaissent rarement d'un coup. Ils se construisent souvent graduellement par petites décisions, par ajustements successifs, par compromis qui paraissent anodins lorsqu'ils sont pris individuellement, au point que nous ne remarquons parfois la direction réelle d'une trajectoire de vie qu'une fois ses conséquences déjà visibles. Et c'est précisément ce qui rend ce phénomène si difficile à percevoir et à comprendre, car la plupart des personnes ne choisissent pas consciemment les résultats qu'elles finissent parfois par obtenir. Elles ont choisi autre chose, elles ont choisi des actions, elles ont choisi des décisions, elles ont choisi des priorités, des arbitrages. Cependant, aussi frustrant que cela puisse paraître, ce sont ces mêmes choix qui, répétés encore et encore, ont fini par produire graduellement une direction. Autrement dit, il existe donc parfois un écart entre ce que nous voulons consciemment construire et la trajectoire que nos choix ont réellement produit dans notre vie. Comment cet écart se crée-t-il? Cela vraiment a attisé notre curiosité et nous voulons vraiment comprendre ce phénomène. Comment est-il possible de s'éloigner progressivement de ce que l'on veut sans jamais l'avoir décidé consciemment? Pour comprendre comment un tel décalage peut apparaître, il est nécessaire d'observer la manière dont une trajectoire se construit réellement. Nous imaginons souvent que notre vie est principalement déterminée par quelques grandes décisions. Le choix d'une carrière, le choix d'un partenaire, le choix d'un lieu de vie, le choix d'un projet important, par exemple. Ces décisions jouent évidemment un rôle important. Certaines peuvent même modifier profondément une trajectoire de vie, mais elles ne sont généralement pas les seules à la façonner. Cela parce qu'une trajectoire se construit également à travers une multitude de choix beaucoup plus ordinaires. Des arbitrages répétés, des habitudes qui s'installent progressivement, des priorités auxquelles nous accordons davantage de place, des compromis que nous acceptons sans toujours mesurer leurs conséquences à long terme. Pris individuellement, chacun de ces éléments paraît souvent insignifiant. Nous n'y accordons pas beaucoup d'attention. Aucun ne semble suffisant pour modifier profondément une existence. Cependant, lorsqu'ils se répètent pendant des mois ou des années, leurs effets s'accumulent. Progressivement, une direction apparaît. Ce n'est pas l'effet isolé qui importe ici, c'est l'effet cumulatif qui est décisif en fait.
Donc au fond, ce n'est pas tant la carrière, le partenaire, le lieu de vie ou le projet qui est décisif. C'est ce que cette carrière, ce partenaire, ce lieu de vie ou ce projet nous amène à répéter au quotidien en termes d'habitude, de priorité, de compromis, etc. Et c'est précisément là que réside l'une des caractéristiques les plus fondamentales d'une trajectoire. Celle-ci ne se construit pas uniquement à travers ce que nous choisissons consciemment. Elle se construit également et surtout à travers ce que nous laissons se répéter, à travers ce que nous tolérons, à travers ce que nous reportons, à travers ce que nous privilégions jour après jour. Pour le dire en d'autres termes, une trajectoire ne résulte pas uniquement de nos décisions explicites. Elle n'est pas faite de décisions grandioses. Elle résulte également de l'ensemble des mécanismes auxquels nous permettons de s'installer dans notre vie. Nous laissons peut-être certaines dynamiques s'installer graduellement dans notre vie sans les observer et celles-ci finissent par orienter notre trajectoire. C'est la raison pour laquelle de nombreuses trajectoires ne sont jamais véritablement choisies. Elles se sont construites progressivement par défaut et à l'insu de leurs propriétaires. Non pas parce que les personnes ne voulaient rien, non pas parce qu'elles étaient passives, mais parce que les conséquences à long terme de nombreux choix restent souvent invisibles lorsqu'ils sont pris. Et lorsque ces conséquences deviennent enfin visibles, la trajectoire est parfois déjà bien engagée depuis bien longtemps. À présent, si ces trajectoires se construisent progressivement sous nos yeux, une nouvelle question apparaît naturellement. Pourquoi les percevons-nous si difficilement? Pourquoi découvrons-nous parfois leur direction seulement lorsque leurs conséquences deviennent déjà visibles? Comment se fait-il que nous ne voyons pas ces trajectoires alors même que nous sommes en train de les vivre? Pourquoi les voyons-nous si mal en fait? Une partie de la réponse tient à la manière dont nous observons notre vie. Car nous avons tendance à porter notre attention sur les éléments les plus immédiats en général. Par exemple, nos objectifs, nos problèmes, nos décisions, nos problèmes, nos résultats du moment. Ces éléments sont bien sûr importants. Ils nous apportent des informations réelles, mais ils présentent une limite. De fait, ils attirent notre attention sur les événements individuels davantage que sur les dynamiques qui les relient. Donc, lorsque nous rencontrons une difficulté, nous observons souvent la difficulté elle-même. Lorsque nous devons prendre une décision, nous observons principalement cette décision. Lorsque nous poursuivons un objectif, nous concentrons naturellement notre attention sur cet objectif. Pour le dire autrement, nous observons généralement les différentes pièces, mais beaucoup plus rarement l'image qu'elles sont en train de former ensemble. Or, rappelez-vous la métaphore du puzzle que nous avions vue dans l'épisode précédent. Le but est de voir l'image finale, pas juste de détenir le maximum de pièces. De même donc, une trajectoire ne se situe pas dans un événement isolé. La trajectoire apparaît dans les relations, la relation qui existe entre les événements. Elle apparaît dans les répétitions, dans les arbitrages qui reviennent régulièrement, dans les priorités qui s'expriment de manière récurrente, dans les directions qui se dessinent progressivement au fil du temps. Le problème est donc rarement le manque d'informations. Dans de nombreux cas, les informations sont déjà présentes. Nous connaissons déjà tous nos choix, nos habitudes, nous connaissons nos difficultés, nous connaissons nos résultats. Mais tant que nous continuons à les observer séparément, il reste difficile de percevoir ce qu'ils sont en train de construire ensemble. C'est typiquement cette erreur d'observation qui rend certaines trajectoires si difficiles à voir.
nous sommes concentrés sur les événements, mais nous ne regardons pas toujours la direction qu'elles sont en train de produire, alors que tout se joue au niveau de cette direction. Ensuite, si nous percevons si difficilement les trajectoires qui se construisent sous nos yeux, ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont complexes. Non plus, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons autant de mal à les voir. L'une des autres raisons, c'est aussi parce que nous les observons souvent à la mauvaise échelle. Et pour comprendre cela, il nous faut introduire une idée très simple. Celle que lorsque nous observons une situation, nous choisissons toujours consciemment ou non une unité d'observation. C'est comme cela que le cerveau humain fonctionne. Lorsque nous observons une situation, nous choisissons toujours consciemment ou non une unité d'observation, c'est-à-dire que nous choisissons ce que nous regardons. Nous pouvons donc observer un événement, une décision, un problème, un objectif, un résultat, ou nous pouvons observer quelque chose de plus large, la structure qui relie ces différents éléments. Or, ces deux niveaux d'observation ne produisent pas la même compréhension. Le problème, le malheur est qu'en général, le cerveau va aller vers l'unité d'observation la plus élémentaire. Mais pour comprendre des éléments comme une trajectoire, il faut vraiment aller vers des unités d'observation beaucoup plus globales. Et nous allons prendre un exemple pour comprendre ce phénomène. Imaginons une personne qui change régulièrement de travail. Si nous observons uniquement chaque changement individuel, nous pouvons trouver à chaque fois une explication différente. Pour une fois, ce sera un désaccord avec un responsable, l'autre fois, une meilleure opportunité ou encore une période difficile, un besoin de changement, une autre fois encore. Chaque explication peut paraître juste, mais si nous changeons d'unité d'observation et que nous observons l'ensemble de la trajectoire professionnelle de cette personne, une autre lecture devient possible. Nous pouvons commencer à voir des répétitions, des arbitrages récurrents, des tensions qui reviennent régulièrement, des principes qui semblent influencer les décisions depuis longtemps. Autrement dit, nous ne regardons plus seulement les événements, nous ne regardons plus seulement les faits, nous regardons ce qu'ils sont en train de construire ensemble. C'est à ce niveau-là, c'est à ce moment-là qu'une forme de clarté apparaît souvent. Non pas parce que nous avons découvert davantage d'informations, mais parce que nous avons changé la manière dont nous lisons, dont nous organisons les informations que nous possédons déjà. Et là, une autre lecture devient possible. C'est ce que l'on peut appeler un changement d'unité d'observation. Nous cessons de regarder uniquement les éléments séparés, nous commençons à observer la structure qui les relie. Nous passons d'une lecture analytique à une lecture synthétique. Et dans le cas d'une vie, cela signifie souvent de passer d'une lecture centrée sur les objectifs, les problèmes ou les décisions isolées à une lecture centrée sur la trajectoire elle-même. Et à partir de là, nous ne nous demandons plus uniquement quel est mon problème, nous demandons quelle dynamique produit ce problème. Nous ne demandons plus uniquement quelle décision dois-je prendre, nous demandons quelle trajectoire cette décision est-elle en train de renforcer. Nous ne demandons plus uniquement quel objectif dois-je atteindre, nous demandons quelle direction suis-je en train de construire avec cet objectif. Et c'est ce changement de regard qui transforme profondément notre compréhension. Car à partir de là, ce qui était invisible au niveau des événements devient désormais évident au niveau de la trajectoire. Ensuite, une fois que nous commençons à observer notre vie comme une trajectoire, une nouvelle question va apparaître. Comment lire cette trajectoire? Comment lire cette trajectoire? Car percevoir qu'une trajectoire existe ne signifie pas encore
savoir la comprendre. Et pour ce faire, il est nécessaire d'apprendre à observer certains éléments d'une manière différente. Par exemple, les répétitions. Lorsqu'une même difficulté revient sous des formes différentes, elle nous renseigne parfois moins sur les événements eux-mêmes que sur la dynamique plus profonde qui continue à produire des effets similaires. Il en va de même pour les arbitrages. Les choix que nous faisons régulièrement révèlent souvent davantage nos priorités réelles que les intentions que nous formulons. Nos trajectoires ne sont donc pas uniquement façonnées par ce que nous affirmons vouloir. Elles sont également façonnées par ce que nous privilégions concrètement lorsque plusieurs options entrent en concurrence. Car à ce moment-là, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas la possibilité de rationaliser. Les arbitrages vont vraiment se faire sur ce que nous prenons pour vrai au fond de nous-mêmes. Les tensions récurrentes constituent également des informations précieuses. Lorsqu'un même conflit revient régulièrement dans différents domaines de notre vie, il peut révéler l'existence d'un mécanisme plus profond que les situations particulières dans lesquelles il se manifeste. Enfin, autre point de référence, les résultats eux-mêmes. Ces résultats deviennent plus intéressants lorsqu'ils sont observés dans la durée. Pris isolément, un résultat nous renseigne sur un moment. Observé dans le temps, il peut révéler une direction. Donc, des éléments comme les répétitions, les arbitrages que nous faisons régulièrement, les tensions qui sont récurrentes dans nos vies, les conflits qui sont récurrents et les résultats qui sont récurrents vont vraiment nous apporter une lecture différente sur notre trajectoire et révéler la réelle direction qu'est en train de prendre notre vie. Autrement dit, apprendre à lire une trajectoire consiste moins à observer des événements séparés qu'à rechercher les structures qui se répètent derrière eux. Nous l'avons dit, les répétitions, les arbitrages, les tensions récurrentes, les directions qui émergent progressivement, les principes qui organisent nos choix dans le temps. Tous ces éléments sont des points de référence qui vont nous permettre de lire les trajectoires correctement. Et peu à peu, une logique va commencer à apparaître. Nous allons voir une logique apparaître derrière tous ces éléments. Nous cessons de voir uniquement ce qui arrive et nous allons commencer à comprendre ce qui produit ce qui est en train de nous arriver. Parce que c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est en train de produire ce qui est en train de nous arriver? Notre marge de manœuvre se trouve dans le mécanisme qui produit ce qui nous arrive, pas sur les événements eux-mêmes. D'où l'importance d'apprendre à lire les trajectoires. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une trajectoire devient réellement lisible. Et une fois qu'elle est lisible, peut-on envisager maintenant sérieusement d'avoir une influence réelle sur cette même trajectoire? À ce stade, une autre question devient inévitable parce qu'on avance toujours par questions. Ce sont les questions qui vont nous donner les réponses. À ce stade, on peut se demander autre chose, c'est-à-dire si les trajectoires existent réellement, si elles peuvent être lues et si elles influencent profondément la direction que prend une vie, alors qu'est-ce qui les façonne? Qu'est-ce qui façonne ces trajectoires? Où faut-il lire exactement?
À ce stade, nous savons qu'il faut apprendre à lire. Mais où allons-nous lire exactement? Où vont se trouver ces tensions dont nous avons parlé, ces conflits, ces arbitrages, etc. La réponse est dans les structures. Nos trajectoires ne se construisent jamais dans le vide. Elles se construisent continuellement. Elles sont continuellement influencées par un ensemble de structures qui orientent nos possibilités, nos décisions et nos comportements. Elles ne se construisent pas sur des concepts. Elles sont construites sur des structures. Maintenant, quelles sont les grandes structures qui façonnent concrètement une trajectoire? Nous identifions à ce jour deux grandes familles de structures qui organisent les trajectoires. Certaines de ces structures sont extérieures à nous, notamment notre environnement, les personnes qui nous entourent, les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, les contextes dans lesquels nous évoluons, les systèmes sociaux, les systèmes professionnels ou les systèmes familiaux dont nous faisons partie. D'autres de ces structures sont intérieures, en particulier nos habitudes, nos mécanismes de décision, notre manière d'utiliser le temps, notre énergie, nos arbitrages récurrents, nos priorités réelles ou les principes qui orientent nos choix, parfois même sans que nous en ayons pleinement conscience. Et la plupart du temps, nous avons tendance à observer ces éléments séparément. Pourtant, leurs effets s'additionnent et interagissent continuellement. Leurs plus grands effets, en fait, se produisent lorsque ces éléments s'additionnent et interagissent entre elles, pas lorsqu'elles agissent séparément. Et ces éléments contribuent ensemble à orienter une trajectoire de vie. C'est précisément pour cette raison que deux personnes possédant des objectifs similaires peuvent progressivement suivre des directions très différentes. Tout simplement parce que leurs trajectoires ne dépendent pas uniquement de ce qu'elles veulent. Elles dépendent également des structures qui influencent leurs choix au quotidien. Par exemple, deux personnes peuvent avoir le même projet, celui de démarrer leur propre entreprise. La première peut être influencée principalement par les attentes de sa famille, tandis que la seconde sera influencée d'abord par sa vision personnelle. En apparence, elles poursuivent le même objectif. Mais dans la réalité, les choix qu'elles feront, les arbitrages qu'elles accepteront et les directions qu'elles vont privilégier risquent progressivement de diverger. Derrière un même projet, donc, peuvent exister des structures organisatrices différentes. Prenons un autre exemple. Plusieurs personnes peuvent vouloir gagner davantage, mais pour des raisons profondément différentes. L'une va par exemple chercher la sécurité, l'autre l'autonomie, une autre encore la reconnaissance et une autre encore la capacité de contribuer. Extérieurement, elles affichent le même objectif. Structurellement, cela va donner des trajectoires très différentes. Les conséquences peuvent devenir radicalement différentes sur 10 ou 20 ans, parce que c'est seulement dans le long terme que l'on va observer ces différences. Une de ces personnes dont le principe organisateur est la sécurité ne prendra probablement pas les mêmes risques que les autres. Celle qui est guidée par l'autonomie ne fera probablement pas les mêmes arbitrages. La personne qui est guidée par la reconnaissance ne poursuivra vraiment pas les mêmes opportunités. Et la personne qui est guidée par le désir de contribuer ne donnera pas la même place à l'argent lui-même. Donc, pour le dire autrement, le même objectif visible peut être alimenté par des structures invisibles très différentes. Structures invisibles qui, à leur tour, donneront des directions de vie tout à fait divergentes. Ainsi, comprendre une trajectoire de vie exige vraiment de comprendre les forces qui l'organisent, non pas pour tout contrôler, mais pour
apprendre à reconnaître les mécanismes qui influencent déjà sa direction. C'est précisément ce que nous allons explorer dans les prochains épisodes pour y voir vraiment clair. Car chacune de ces structures possède sa propre logique et chacune d'elles peut progressivement orienter une trajectoire dans une direction plutôt qu'une autre. Maintenant, il serait légitime de se demander une dernière question. Pourquoi tout cela est-il important? La réponse est simple. Parce qu'une fois que nous commençons à voir les trajectoires, notre manière de vivre va changer progressivement. Cela va vraiment impacter notre manière de vivre. Nous allons cesser de regarder uniquement les événements lorsqu'ils se produisent et nous allons commencer à nous intéresser davantage aux directions qu'ils construisent. Donc une décision, par exemple, n'est plus seulement une décision. Elle devient un élément d'une trajectoire plus large. Une habitude n'est plus seulement une habitude. Elle devient un mécanisme capable d'orienter progressivement une direction. Un compromis n'est plus seulement un compromis. Il devient parfois un signal indiquant la direction dans laquelle nous sommes réellement en train d'avancer. Donc vous voyez que quelque chose comme une habitude ou un compromis ou une décision ne sont plus des éléments triviaux. Ils deviennent autre chose. Et cette manière d'observer ne rend pas la vie plus compliquée parce qu'on pourrait le penser. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, elle rend la vie plus simple parce qu'elle permet souvent de repérer beaucoup plus tôt ce qui était auparavant invisible. Le problème étant que les trajectoires produisant rarement leurs conséquences immédiatement, elles les produisent progressivement par accumulation, par répétition et par continuité. Vous voyez bien pourquoi cela devient maintenant important de repérer beaucoup plus tôt ce qui était auparavant invisible. Du fait que ces trajectoires, du fait qu'elles se produisent progressivement, elles sont si difficiles à percevoir lorsqu'elles se construisent. Donc, il devient encore plus important d'apprendre à les observer. Car plus tôt nous identifions la direction qu'elles empruntent, plus nous conservons une capacité d'action sur celle-ci. En effet, il faut comprendre que corriger une trajectoire naissante demande souvent peu d'efforts. Par contre, corriger une trajectoire installée depuis plusieurs années peut exiger beaucoup plus d'énergie, de ressources et parfois de renoncement. Pour le dire autrement, apprendre à lire une trajectoire ne consiste pas uniquement à mieux comprendre le passé. Son intérêt principal n'est vraiment pas là. C'est important, c'est intéressant de comprendre le passé, mais l'importance de lecture de trajectoire ne se situe pas principalement à ce niveau-là. Son principal intérêt est de nous permettre d'agir beaucoup plus tôt sur l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle la question la plus utile n'est peut-être pas toujours qu'est-ce que je veux, ni même quelle décision dois-je prendre, mais parfois tout simplement où cela me mène-t-il. À ce stade, c'est ce qui se passe. Cette question nous oblige à regarder au-delà de l'événement immédiat. Elle va nous inviter à observer la direction qui se construit derrière nos choix. Et cette direction est souvent beaucoup plus révélatrice que chacun de ces choix pris séparément. Pour nous résumer, avant le changement d'échelle, les questions ressemblent souvent à quelque chose comme: est-ce que cette décision est bonne? Est-ce que je suis en train de prendre une bonne décision? Est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que ce projet est intéressant? Est-ce que cet objectif est important? Est-ce que cette opportunité vaut la peine? Ou est-ce que j'en ai envie? Ou encore, est-ce que cela va marcher? Après le changement d'échelle,
les questions sont d'une toute autre nature. Et cette question va apparaître spontanément. Où cela me mène-t-il réellement? Elle va apparaître spontanément parce que c'est une question de niveau supérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette question ne porte plus sur l'événement, elle porte sur la trajectoire. Elle ne cherche plus seulement à évaluer une décision, elle cherche à évaluer la direction qu'elle renforce. Donc les résultats à très long terme. Elle nous oblige donc à regarder la direction produite plutôt que l'action elle-même et elle nous permet donc d'anticiper des résultats à très long terme qui sont le genre de résultats qui sont très difficiles à corriger. Par exemple, sur un projet, on peut avoir, avant le changement d'échelle, oui, je peux faire ça. Est-ce que c'est un projet qui m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de le faire? Après le changement d'échelle, la question devient trajectorielle et elle prend ce genre de tournant. Si je continue dans cette direction pendant 3 ans, 5 ans ou 10 ans, où vais-je probablement me retrouver? Où ce projet va-t-il m'amener d'ici 3, 5 ou 10 ans? Donc, une fois que l'on commence à voir sa vie selon l'angle des trajectoires, selon l'angle structurel, selon l'angle trajectoriel, il devient difficile de revenir à une lecture purement événementielle. On ne regarde plus seulement le projet, la décision, l'idée. On regarde surtout la trajectoire de vie que ce projet va construire, que cette idée va construire, que cette décision va construire. On ne regarde plus seulement la relation, on regarde la trajectoire relationnelle que cette relation va renforcer. On ne regarde plus seulement l'habitude, on va regarder la trajectoire que cette habitude va alimenter et renforcer. En fin de compte, la question n'est peut-être pas seulement de savoir ce que nous voulons construire dans notre vie. Oui, c'est important, mais ce n'est pas seulement ça qui est important. La question la plus importante est aussi de savoir ce que nos choix sont réellement en train de construire dans notre vie. Car il n'est pas rare qu'il y ait une grande différence entre ce que nous voulons et ce qui se construit dans la réalité. Une trajectoire ne se révèle pas dans une décision isolée. Elle apparaît dans l'accumulation, dans les répétitions, dans les arbitrages, dans les directions qui se produisent, qui se dessinent progressivement au fil du temps. C'est pour cette même raison qu'il existe parfois un écart entre la vie que nous pensons construire et celle que nos choix construisent réellement. Le problème est que cet écart peut rester invisible pendant longtemps, plusieurs années, parfois davantage, jusqu'au moment où les conséquences deviennent suffisamment visibles pour ne plus pouvoir être ignorées. L'enjeu n'est donc pas de tout contrôler. Aucune trajectoire humaine n'est entièrement prévisible. Aucune vie ne se déroule exactement comme prévu. L'enjeu est plutôt de retrouver une influence consciente sur la direction que nous sommes en train de prendre, de devenir capable d'observer beaucoup plus tôt, de comprendre beaucoup plus en amont et lorsque c'est nécessaire, de corriger le plus tôt possible. De fait, plus une trajectoire est observée tôt, plus il est facile d'agir sur elle. Et plus cette observation est tardive, plus les ajustements vont devenir coûteux. Cette prise de conscience est vraiment cruciale dans une vie, d'autant plus qu'une trajectoire ne reste pas indéfiniment facile à modifier. En effet, à mesure qu'elle se développe, elle acquiert progressivement une forme d'inertie. C'est l'une des propriétés fondamentales d'une trajectoire. Les habitudes se renforcent, les contraintes s'accumulent, les engagements se multiplient, les structures se stabilisent, les ressources se distribuent dans une certaine direction, au point qu'une trajectoire finit parfois par suivre son propre cours, non pas parce qu'elle est devenue impossible à modifier, mais parce qu'elle demande maintenant davantage d'efforts, de ressources et parfois de renoncement pour changer de cap.
peut-être beaucoup plus que la personne ne sera alors en mesure de mobiliser. L'intérêt d'une trajectoire n'est donc pas seulement qu'elle explique le passé, c'est qu'elle permet une intervention précoce, tant que la personne a encore la force de mobiliser les ressources nécessaires. Plus un signal de trajectoire est détecté tôt, moins la correction sera coûteuse. Alors, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, cette question rhétorique que nous avons vue précédemment, où cela m'amène-t-il, mérite-t-elle d'accompagner davantage nos décisions, nos projets et nos choix quotidiens? Car derrière chacun de nos choix se construit parfois quelque chose de beaucoup plus important que le choix lui-même. Et nous ne voulons pas que cette chose qui se construit se fasse à notre insu. Il se construit une direction, une dynamique, une trajectoire de vie. Et cette trajectoire est peut-être au fond l'une des choses les plus importantes à apprendre à lire et à apprendre à influencer. Dans les prochains épisodes, notre tâche sera donc d'apprendre à reconnaître les grandes forces qui influencent cette trajectoire, notamment notre vision personnelle, notre énergie, notre environnement, nos relations, nos décisions et bien d'autres mécanismes qui façonnent progressivement la direction que prend une vie. De fait, comprendre une trajectoire est une chose, apprendre à l'influencer consciemment en est une autre. Donc nous allons vraiment nous atteler à cette tâche qui est d'explorer les grandes structures et autres déterminants qui façonnent ces trajectoires. Nous allons aussi apprendre à les repérer suffisamment tôt pour pouvoir agir dessus et le plus tôt possible. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Si certaines situations évoquées dans cet épisode vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire, bien sûr. Enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les publications à venir. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.